Bonsoir à tous, bienvenue sur votre journal de l'immigration. Tout de suite, les titres. Le président français Emmanuel Macron s'est rendu dans cette ville où se trouvent toujours des centaines de migrants. En Allemagne, les demandes d'asile en baisse. Emmanuel Macron a Calais, la jungle ne se reconstruira pas. Les États-Unis suspendent une partie de leur aide pour les réfugiés palestiniens. Les autorités du Bangladesh et de Birmanie se sont mis d'accord pour organiser le rapatriement de 655 000 Rohingyas d'ici 2 ans. Ils se défendent de toute xénophobie. Dimanche, face aux journalistes, Donald Trump a souhaité mettre un terme à la polémique qu'il a lui-même déclenchée. Le pape appelle à l'hospitalité envers les migrants. Les Africains en colère contre Donald Trump. Reportage aide aux migrants, que dit la loi? Sabrata, capitale libyenne du trafic d'êtres humains. Calais, pourquoi les migrants cherchent-ils à rejoindre l'Angleterre? Un nouvel accord sur les migrants entre May et Macron. Coutances, un repas solidaire pour les migrants. En Égypte, des clandestins prêts à tout pour refaire leur vie en Europe sont la proie du trafic d'organes. Un projet de loi sur l'accueil des migrants est en préparation, dénoncé par les associations. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, 300 000 migrants sont arrivés en Europe depuis le début de l'année. Le président français Emmanuel Macron s'est rendu à Calais où se trouvent toujours des centaines de migrants. Bonjour monsieur. Une visite dans un centre d'accueil pour migrants, histoire d'adoucir l'image avant un discours de fermeté sur la politique migratoire. Pour aborder cette question sensible, Emmanuel Macron s'est rendu à Calais, cette ville portuaire où la France tente de contenir les clandestins qui cherchent à passer au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, le président français s'y rendra jeudi et il compte bien lui demander plus de coopération policière et financière. Nous nous rendons maintenant en Allemagne où les demandes d'asile sont nettement en baisse. Reportage. Le nombre de demandeurs d'asile a chuté l'an dernier en Allemagne. C'est ce qui ressort des chiffres présentés par le ministre de l'Intérieur, Thomas de Maizière. En 2017, ils sont un peu plus de 186 000 à avoir déposé une demande, presque 100 000 de moins qu'en 2016. Les demandeurs étaient essentiellement des Syriens, des Irakiens et des Afghans. Le gouvernement y voit une stabilisation de la situation, mais un autre chiffre issu des tribunaux contredit cette tendance. Près de la moitié des demandeurs d'asile déboutés qui ont fait appel ont en effet obtenu gain de cause. Les explications de cette experte d'Amnesty International. Pour le dire de manière simple, les tribunaux tentent de rétablir la qualité des décisions, une qualité qui n'existait pas dans les procédures administratives précédentes de l'Office fédéral pour la migration et les réfugiés. Il se pourrait aussi que le prochain gouvernement dise, si les tribunaux sont débordés, nous devrions peut-être faire la distinction entre les demandes de regroupement familial de ceux qui ont une protection subsidiaire et celle des réfugiés à proprement dit, car la principale raison des plaintes est qu'ils essaient de profiter du droit au regroupement familial. En France, la tendance est clairement à la hausse. La barre des 100 000 demandes d'asile a été franchie pour la première fois en 2017, bien que seuls 36% des dossiers aboutissent au statut de réfugié. De manière générale, davantage de titres de séjour ont été délivrés, mais parallèlement, les expulsions d'étrangers en situation irrégulière ont augmenté de 14%. Retournons à Calais, où le président français Emmanuel Macron a affirmé que la jungle ne se reconstituera pas. Calais n'est pas une porte d'entrée dérobée vers l'Angleterre. Et je veux être ici très clair. Cela continuera à être le cas. En aucun cas, nous ne laisserons ici se constituer ou se développer
des filières illégales. En aucun cas, nous ne laisserons ici se reconstituer une jungle ou une occupation illégale du territoire. Fermeté donc, alors que le gouvernement prépare un projet de loi sur l'asile et l'immigration, le message est que les migrants économiques continueront d'être renvoyés chez eux. Très critiqué par les organisations humanitaires, Emmanuel Macron n'en a pas moins promis de faire plus pour améliorer l'accueil. L'État, assure-t-il, prendra désormais en charge la distribution des repas aux migrants de Calais. Pour les associations, une façon de les écarter. À présent, on se rend aux États-Unis, où le gouvernement a décidé de suspendre l'aide aux réfugiés palestiniens. Reportage. Il devait verser 125 millions de dollars à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, mais les États-Unis ont finalement décidé de ne débourser que la moitié. C'est l'annonce faite par le département d'État américain ce mardi. Plus gros donateur de l'agence, les États-Unis ont annoncé vouloir revoir son fonctionnement et son financement. Nous n'abandonnons pas les pourparlers de paix. On n'abandonne pas les discussions, a déclaré la porte-parole du département d'État américain. Rex Tillerson a pris cette décision en consultation avec d'autres membres de l'administration. Du côté palestinien, pas de doute, cette annonce est la suite logique de la reconnaissance de Jérusalem, capitale d'Israël, faite un mois plus tôt par Washington. Trump a annoncé que Jérusalem était la capitale de l'occupation israélienne, mais il n'a pas le droit de le faire, c'est un geste contraire au droit international. L'autre problème, c'est qu'il veut réduire les aides à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens et exercer plus de pression pour supprimer le droit au retour des réfugiés. En décembre, Donald Trump avait déjà annoncé qu'il était prêt à couper l'aide financière si les Nations Unies refusaient de discuter avec Washington. Le secrétaire général de l'ONU a fait part de sa vive inquiétude. Maintenant, on se rend en Asie, où les autorités du Bangladesh et de Birmanie se sont mis d'accord pour organiser le rapatriement de 655 000 Rohingyas d'ici 2 ans. Mais le voudront-ils? D'un pays à l'autre, d'un camp à l'autre. L'avenir de ces 655 000 Rohingyas exilés ici dans ces campements saturés et insalubres du Bangladesh a été en partie décidé hier dans la capitale birmane. Les autorités des deux pays se sont donné 2 ans pour les rapatrier. Elles se sont mises d'accord sur le document que devront remplir les réfugiés qui vont pouvoir commencer seulement à s'enregistrer. L'accord de rapatriement conclu en novembre a annoncé le début des retours pour fin janvier, mais il n'en sera rien. Le Bangladesh a aussi annoncé que 5 camps de transit pour les Rohingyas allaient être bâtis, ainsi que 2 camps d'accueil en Birmanie pour une durée censée être temporaire. ONG et diplomates se demandent toutefois si les Rohingyas traumatisés accepteront de rentrer. Leurs villages ont souvent été brûlés et leurs champs confisqués. Nombreux sont ceux qui estiment que l'État rakhine n'offre pas de garantie de sécurité. Selon des médias britanniques, l'ONU, qui a dénoncé la campagne militaire de la Birmanie, l'a qualifiée d'épuration ethnique, avait demandé à assister à ces discussions et n'a jamais eu de réponse. On retourne aux États-Unis, où le président Donald Trump a souhaité mettre un terme à la polémique qu'il a lui-même créée en se défendant de toute xénophobie. Il se défend de toute xénophobie. Dimanche, face aux journalistes, Donald Trump a souhaité mettre un terme à la polémique qu'il a lui-même déclenchée. Non, je ne suis pas raciste, dit-il. Je suis la personne la moins raciste que vous ayez jamais interrogée, je vous l'assure. Jeudi, en pleine réunion sur l'immigration avec des parlementaires, le président américain aurait tenu des propos peu flatteurs à l'égard de pays africains et d'Haïti. Des propos qui ont rapidement fuité dans la presse et qui ont été vaguement démentis par l'intéressé, qui les nie sur la forme, mais les maintient sur le fond. Immédiatement, les 54 pays que compose le continent africain ont vivement condamné les mots de Trump. Ils demandent aujourd'hui des excuses publiques. En Italie, le pape appelle à l'hospitalité envers les immigrants. Il a martelé à l'occasion de la 104e journée mondiale des migrants et réfugiés que le péché est de renoncer à la rencontre avec l'autre. Reportage. Le pape François a une nouvelle fois lancé un appel à l'hospitalité envers les immigrés. Le péché est de renoncer à la rencontre avec l'autre, a martelé le Saint-Père à l'occasion de la 104e journée mondiale des migrants et des réfugiés.
Les communautés locales ont parfois peur que le nouveau venu dérange l'ordre établi, prenne ce qui a été laborieusement acquis. Et le nouveau venu arrive aussi avec des peurs. Peur de la confrontation, du jugement, de la discrimination, de l'échec. Ces craintes sont légitimes, basées sur des doutes compréhensibles d'un point de vue humain. Avoir des doutes et des craintes n'est pas un péché. Le péché, c'est de laisser ces craintes déterminer nos réponses, conditionner nos choix, compromettre le respect et la générosité. Depuis le début de son pontificat, le pape défend l'accueil des réfugiés. Il s'était rendu sur 2 îles directement concernées, Lampedusa en Italie et Lesbos en Grèce. Nous nous rendons maintenant en Afrique, où les institutions et les habitants n'ont naturellement pas très bien digéré les propos du président américain. Ils se sentent insultés. Dans les rues de Nairobi, la capitale du Kenya, le président américain Donald Trump a plus que mauvaise presse après ses propos peu diplomatiques à l'adresse de certains États du continent africain. Je suis très choquée. Pays de merde? S'est-il déjà rendu dans ces pays pour les qualifier de pays de merde, sérieusement? C'est la parfaite définition du racisme. C'est tout ce que j'ai à dire. En Afrique du Sud, c'est le parti au pouvoir, l'ANC, qui a vilipendé Trump pour son attitude, loin d'être diplomatique. Il y a des millions de chômeurs aux États-Unis, des millions de personnes qui n'ont pas accès aux services de santé ou à l'éducation. Et on ne se permettrait pas de faire des commentaires aussi désobligeants envers ceux qui ont des difficultés. L'Union africaine a condamné vendredi ces remarques, blessantes, dérangeantes, compte tenu du nombre d'Africains arrivés aux États-Unis comme esclaves, selon le porte-parole de l'organisation. À présent, on va suivre un reportage sur l'aide aux migrants. Que dit la loi? Paris, porte de la Chapelle. Ce centre d'accueil des réfugiés est l'un des passages obligés afin d'accéder à un hébergement. Un lieu souvent saturé. Et pour ceux qui restent dehors, chaque soir, des bénévoles comme Fanny Le Poivre tentent de trouver des solutions alternatives. Amir, 13 ans, sa mère et sa sœur disent venir d'Afghanistan. On a fui les problèmes de l'Afghanistan via l'Iran, la Turquie, la Grèce, puis ici. Il y a quelques jours pendant lesquels, le temps d'effectuer les premières démarches, il n'y a pas de solution d'hébergement. Pour leur éviter d'être à la rue ce soir, Fanny va déclencher une alerte sur son téléphone auprès d'un réseau d'une 50aine de citoyens. Coup de chance ce soir, une première personne répond à l'appel. Direction les Beaux-Quartiers, le 2e arrondissement de la capitale. Hello, my name is Ruqayya. Enchantée, moi c'est Françoise. Entrez. Françoise, une retraitée qui vit seule dans ce 4 pièces, a accepté de les héberger. Je te montre ta chambre. C'est pas des gens que j'ai trouvés dans la rue. Ils sont suivis, ils déposent leurs dossiers, etc. Je vois pas du tout quel risque on pourrait courir à accueillir pour une nuit une famille, un couple, voilà, qui n'a pas d'autre solution. Un court moment de répit pour cette famille qui ne veut pas retourner en Afghanistan. Oui, c'est ça. Good night. Faute de place, entre 20 et 50% des nouveaux arrivants ne sont pas pris en charge. C'est le cas de cette famille venue du Bangladesh avec ses enfants de 11 et 5 ans. En plus des particuliers, certains commerçants parisiens ouvrent chaque soir leurs portes, comme cette petite librairie alternative tenue par Michel Sidbon. Je descends les matelas qui vont être posés par terre. Là, par exemple, il y en aura un dans le coin là-bas derrière, et tout le parterre sera occupé de matelas. Pour ce père de famille, face à cette situation d'urgence, la solidarité est une évidence. On peut tous faire quelque chose. Souvent, on est en situation de disposer d'un local, d'un coin, en plus c'est vraiment très rudimentaire. Bon, voilà, c'est pas du 5 étoiles, hein, c'est du 20 mètres carrés. Pour des familles, ils montent à 10 parfois. Mais impossible de trouver des places pour tous. Ces mineurs de 15 et 16 ans dormiront eux dans ce camion qui
qui accueille jusqu'à 8 jeunes certains soirs. Les autres, quant à eux, devront se contenter de simples couvertures. Pour être sûrs de pouvoir rentrer dans le centre demain matin, ces hommes vont dormir à même le sol, dans des températures glaciales. Suivons un autre reportage sur une ville, Sabratha, capitale libyenne du trafic humain. Au pied des ruines antiques de Sabratha, dans l'ouest de la Libye. Depuis 2 ans, c'est d'ici que partait la grande majorité des migrants, direction Lampedusa, la porte de l'Europe. Collée à la plage, cette ancienne usine de conserve de thon servait de hangar à migrants. Les traces de leur passage sont encore là, bien récentes. Il pouvait être jusqu'à 500 ici. Combien de migrants sont passés par là? Des milliers, des dizaines de milliers. Sabratha était devenue la capitale libyenne du trafic d'êtres humains. Ils étaient comme ça en file, toute la cour était pleine. Et en face, le Zodiac attendait dans la mer. Toute l'Afrique est passée par là. Mais l'année dernière, la situation a radicalement changé à Sabratha. Et la ville en porte encore les stigmates. En octobre, les forces de sécurité libyennes ont décidé de mettre fin définitivement au règne de la milice locale. Là et autour de l'hôtel, c'était la ligne de front. Ils avaient mis des snipers partout. La milice de Sabratha, surarmée, était sous le contrôle d'un homme, Ahmed El-Dabachi, ici sur l'une de ses rares photos, et qui est aujourd'hui en fuite. Lui et ses hommes ne se contentaient pas de contrôler la ville, ils régnaient également sur le trafic des migrants. Ils gagnaient jusqu'à 300 000 euros par jour, et ils ont gagné ça pendant des années. Ahmed Al-Dabachi a payé les membres de nos forces de sécurité et il les a fait travailler pour son trafic. Les départs de migrants ont certes baissé en nombre, mais ils existent toujours et se sont déplacés. Voici la ville de Sabratha, jusqu'à la frontière de Sorman. C'était la grande zone de départ. Et depuis, ça s'est déplacé. C'est revenu dans l'ouest, dans la zone de Garapoli, ici. Les gardes-côtes viennent d'ailleurs d'intercepter un groupe de migrants partis de Garapoli. Vous êtes tous les 3 du Nigeria? Mouri est lui guinéen et il a le sentiment d'être enfermé en Libye. 5 fois qu'il tente la traversée vers l'Europe. Je n'ai pas rentré. Et prends-nous, vendus, prends l'argent, comme les mafias. C'est pas bloquer la route, c'est pour les business. Prise au piège, Mouri, comme tant d'autres migrants, pourrait demander à être rapatrié chez lui. Mais il a bien l'intention d'essayer encore. Un rêve d'Europe, plus fort que leur enfer libyen. À présent, on retourne à Calais, où les migrants cherchent toujours à rejoindre l'Angleterre. Ils sont entre 500 et 700 à risquer leur vie, nuit après nuit, pour essayer de monter dans les camions. L'espoir d'une vie meilleure de l'autre côté de la Manche, reportage. Au bout de l'enfer, il y a l'Angleterre. Pour cela, ces exilés sont prêts à supporter le froid, la pluie, le dénuement absolu, sans la moindre possibilité de se mettre au chaud ou de s'abriter quelques heures. De l'autre côté de la Manche, ils pourront enfin démarrer une nouvelle vie. Ils l'espèrent tous. J'ai demandé l'asile en Allemagne, en Italie, en Belgique, partout ça a été refusé. Je n'ai pas de papier, pas de travail, pas de maison. J'ai besoin d'aller à Londres. À Londres, je vais travailler, avoir une belle vie si je peux étudier à l'école. Ici, c'est pas une vie, ici, c'est un gros problème. Si je suis infirmier, je fais une formation. Je ne suis pas une personne qui n'est pas éduquée. Mais je suis l'esclave de mes empreintes, je ne vais pas couper les doigts. Je ne suis pas le seul à être dubliné ici. La majorité des gens sont dublinés. Dublinés, du nom du règlement européen de Dublin. Il les oblige à demander l'asile dans le premier pays d'Europe où ils ont été enregistrés, l'Italie pour beaucoup. L'État italien n'en veut pas, donc ils reviennent en France. S'ils reviennent en France, ils ne peuvent toujours pas demander l'asile en France, donc ils veulent essayer d'aller en Angleterre. Ces personnes se trouvent pas expulsables. Qu'est-ce que ça fabrique, ça? Des gens qui habitent à la rue, sans papier, sans possibilité de travail.
que voulez-vous qu'ils fassent? Ils essayent d'aller en Angleterre. Peut-être qu'ils pourront au moins avoir un travail illégal là-bas. Il n'y a pas de système de carte d'identité qui permet de traquer les individus comme en France. C'est plus facile de travailler illégalement. Et puis il y a la langue, que la plupart des migrants connaissent un peu. Je préfère l'Angleterre car je comprends l'anglais. On sait que c'est risqué, mais on n'a pas le choix. Tous ici savent enfin qu'une fois sur place, ils pourront compter sur leur communauté pour les aider à démarrer leur nouvelle vie. Restons toujours en Angleterre, où la première ministre britannique Theresa May recevra Emmanuel Macron à l'Académie royale militaire de Sandhurst, au sud de Londres, pour étudier un nouvel accord sur les migrants. C'est le premier sommet bilatéral des deux côtés de la Manche depuis le Brexit. Ce jeudi, la première ministre britannique Theresa May recevra Emmanuel Macron à l'Académie royale militaire de Sandhurst, au sud de Londres. Durant cette rencontre, les deux dirigeants devraient signer un nouveau traité sur le dossier épineux des migrants bloqués à Calais. Avec ce texte, les mineurs non accompagnés pourront plus facilement rejoindre leur famille de l'autre côté de la Manche. C'était l'un des souhaits formulés par Emmanuel Macron pendant sa campagne électorale, revoir les accords du Touquet, qui fixent la question de la surveillance de la frontière entre la France et le Royaume-Uni. Paris a déjà exigé des Britanniques de faire un effort supplémentaire important pour financer la gestion de la frontière. Retournons en France, plus précisément à Coutances, où l'Église catholique a organisé un repas solidaire pour les migrants. Une quinzaine de personnes originaires d'Afrique et d'Asie étaient conviées. Reportage. Ces hommes, ces femmes, ces enfants viennent d'Albanie, du Congo ou du Bangladesh. Tout se passe un dimanche en famille à Coutances, leur nouvelle ville. Pourquoi on a choisi Coutances? Parce que en Coutances, c'est calme. À leur côté, des paroissiens de la cité diocésaine. Ces chrétiens les aident pour leurs dossiers administratifs et proposent des temps de partage. Bidel est touché par cet accueil. Ils ont un grand cœur en fait. De nos jours, c'est difficile de retrouver des personnes qui peuvent accepter ou accompagner des immigrés. Colette ne voulait pas manquer ce repas. Elle accueille un migrant dans sa communauté. Si on entre en relation avec la personne, on rencontre une personne et non pas un étranger. Cet instant d'échange s'inscrit dans la journée mondiale du migrant et du réfugié instituée par l'Église catholique. C'est un moment important aussi parce que peut-être pour la première fois, le pape François a voulu que ce soit extrêmement concret, très proche des réalités. C'est la raison pour laquelle il a voulu que ça se passe avec la thématique accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Certains exilés sont hébergés dans des appartements du diocèse. Les jours prochains, les membres de la pastorale des migrants, aidés par d'autres organismes, poursuivront les démarches pour permettre à ces personnes en danger dans leur pays d'origine de vivre en France. À présent, on se rend en Égypte où des clandestins, prêts à tout pour refaire leur vie en Europe, sont la proie du trafic d'organes. Un migrant victime de ces organisations criminelles témoigne. Écoutons-le. Nous avons rencontré Akol dans un quartier populaire du Caire. Comme beaucoup de clandestins ici, ce jeune Soudanais de 25 ans rêve de refaire sa vie en Angleterre. Pour financer son voyage, il a vendu son rein 10 000 € à une organisation mafieuse. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Voilà la cicatrice. Elle me fait encore mal un an après. Je suis resté 3 jours à l'hôpital, mais quand je suis sorti, ils ne m'ont donné que la moitié de la somme prévue, 5 000 €. Quand j'ai réclamé le reste, ils m'ont tabassé et ont dit qu'ils me tueraient si je revenais. Akol a été victime d'un réseau mafieux qui propose de greffer à de riches clients venus du Moyen-Orient les organes de clandestins qui vivent dans la misère. C'est la grosse erreur de ma vie. Je voudrais revenir en arrière. Maintenant, ma santé est mauvaise. Je ne peux rien porter de lourd. Je fatigue vite. Je ne suis plus le même. Et après toutes ces épreuves, vous avez encore envie d'immigrer vers l'Europe ? Si j'avais l'argent pour traverser la Méditerranée, oui, je le ferais. Mais les passeurs demandent 35 000 €. Donc je vais sans doute rentrer au Soudan. Les 5 millions de réfugiés qui vivent en Égypte sont une proie facile pour les réseaux mafieux.
Syriens et Irakiens sont aussi victimes de ce trafic. Les transplantations ont lieu dans des hôpitaux modernes comme celui-ci, où Akol a été opéré avec la complicité des médecins. En caméra cachée, une journaliste a révélé leur pratique. J'ai un ami saoudien qui a besoin d'un nouveau rein et je lui ai dit que je l'aiderais. Vous seriez capable de lui trouver un donneur? Ça va coûter cher. Oui, mais il est prêt à payer. C'est combien? 50 000 euros. D'accord. À chaque opération, le chirurgien et son équipe touchent 35 000 euros. Ici, la clinique effectue une prise de sang sur une réfugiée afin de vérifier si son groupe sanguin correspond à celui de l'acheteur. Nous avons pu rencontrer l'un des intermédiaires de ce trafic organisé. Il est lui-même soudanais et dit recruter 3 vendeurs d'organes par mois. On fait signer au donneur une déclaration selon laquelle il ne reçoit aucune somme d'argent. En apparence, tout est légal donc. Mais après l'opération, on verse l'argent discrètement à l'hôpital. C'est juste un business. Tout le monde est d'accord pour le faire. Moi, je ne force personne. C'est au gouvernement de contrôler tout ça. Retour en France, plus précisément au Parlement. Un député affirme que la France devrait accueillir dignement les migrants. Il manque seulement la volonté politique. Suivons ses propos. L'image de jeunes mineurs étrangers isolés cherchant à se réchauffer dans les tambours de sèche-linge d'une laverie automatique a largement circulé dans les réseaux sociaux, dans quelques médias, et a légitimement choqué dans notre pays et même au-delà de nos frontières. Elle illustre tristement non seulement les conditions aujourd'hui dans lesquelles vivent dans nos rues de jeunes mineurs problématiques en grande précarité et, comme cela a été dit, soumis à des trafics, mais de manière plus générale, la situation inacceptable dans laquelle se trouve aujourd'hui un trop grand nombre de migrants et de migrantes en France. Et n'en déplaise à votre réponse, nous pensons que si, aujourd'hui, la France devrait être en capacité de les accueillir dignement, nous en avons les moyens, il faut la volonté politique. Et j'espère que vous répondrez à cette volonté politique qui est largement partagée, y compris par la majorité des associations de défense des droits humains. Cette photo de jeunes mineurs emblématique, Monsieur le Ministre, a été prise dans le quartier de la Goutte d'Or, la circonscription dont je suis l'élu. Dans ce quartier, comme dans beaucoup d'autres villes, quartiers, territoires en France, ce sont souvent les associations, et y compris les habitants et les habitantes, qui ont fait preuve de solidarité dès les premiers instants et assurent depuis trop longtemps les missions d'accueil inconditionnel qui devraient être ceux de l'État. Votre gouvernement s'est malheureusement engagé à perpétuer les politiques répressives qui mènent non seulement à plus de désordre, mais y compris à une inefficacité dans le traitement des conditions des migrants. Nous savons que des solutions existent et des structures existent, comme les centres de premier accueil, tels que celui qui a été ouvert à Paris-Nord et qui est aujourd'hui menacé puisqu'il doit libérer le site qui lui a été octroyé grâce aux efforts notamment de la municipalité et de l'association Emmaüs à partir de mars. Ce genre de structures et toutes celles qui sont développées montrent qu'il est possible d'accueillir dignement et largement les populations. Nous voulons savoir, à travers cette question, et le groupe de la France Insoumise comme les associations, quel va être l'avenir de ce centre et plus largement, allez-vous développer le type de structure qui permettent de donner une réponse digne de l'accueil qu'il faudrait avoir aux migrants, à tous les migrants, de manière inconditionnelle. Toujours en France, un projet de loi sur l'accueil des migrants est en préparation. À Villeneuve-les-Maglones dans l'Hérault, des militants ont profité d'un repas solidaire pour faire entendre leur voix. Un moment de convivialité et de partage, comme une parenthèse dans un quotidien éprouvant. Grâce à ce repas solidaire, l'association Migrants Bienvenue 34 souhaitait donner une visibilité aux migrants et les aider concrètement à relever la tête. On peut leur communiquer aussi de la force en les aidant de façon logistique, en les soutenant. Et c'est ce qu'on est en train de faire. En fait, on travaille avec eux pour que ce soit eux qui commencent à développer un regard critique sur leur situation, à essayer d'agir dessus. Parce que pour nous, c'est ça qui est important, parce que c'est leur vie. Une vie en suspens. La plupart de ces demandeurs d'asile sont assignés à résidence, contraints de signer 2 fois par semaine un registre de contrôle, avec la peur d'être expulsés. La police vient chaque jour venir pour que les gens signent, tout ça là. Bon, il y a beaucoup de gens qui voient ça, bon, ils sortent, et fuient. Ici, la police va venir.
Avant, on était beaucoup, mais maintenant, on n'est plus beaucoup. On ne peut pas les renvoyer éternellement en Italie. Après, ils repassent la frontière pour venir en France ou ailleurs, parce qu'il n'y a pas les conditions de l'accueil. Je crois qu'il faut répéter ça. En Italie, c'est la merde. Et nous, on le sait parce qu'on a accompagné des gens en Italie, des migrants en Italie. On a vu dans quelle situation ils se retrouvent tout de suite à la rue. Cette semaine encore, des gendarmes ont arrêté 2 réfugiés en vue de leur expulsion immédiate. Une procédure illégale qu'une forte mobilisation a permis d'empêcher, mais une procédure qui pourrait se généraliser avec la loi Asile-Immigration présentée le mois prochain devant le Parlement. Ces pratiques actuelles, un peu sauvages, un peu rapides et à la limite ou parfois illégales, sont comme des coups d'essai pour justifier ensuite de cette loi. Ça c'est sûr, je pense que c'est lié. Ce durcissement est lié au projet de loi à venir. Une loi que les 200 participants n'entendent pas laisser passer sans rien faire. Une marche jusqu'à la préfecture est prévue d'ici la fin du mois. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, 300 000 migrants sont arrivés en Europe depuis le début de l'année. Des hommes et des femmes qui débarquent en Grèce ou en Italie, comme en Sicile. Reportage. Quelques 1400 migrants ont été secourus en Méditerranée mardi à bord d'embarcations qui tentaient la traversée depuis l'Afrique du Nord. Ce sont tout d'abord des sauveteurs espagnols qui sont venus en aide à un bateau surchargé transportant environ 400 personnes dans des conditions extrêmement dangereuses. Des bateaux appartenant aux gardes-côtes, à la police financière, à la mission Sophia de l'Union européenne de lutte contre le trafic en mer et l'ONG espagnole Proactiva ont par ailleurs mené 11 opérations pour secourir les passagers des 7 canots, 3 petits bateaux en bois et un plus grand. Parmi les personnes secourues qui ont frôlé la mort, se trouvaient 175 femmes et 75 enfants. Selon les chiffres diffusés par l'Agence pour les réfugiés de l'ONU, 173 personnes ont trouvé la mort en tentant la traversée depuis l'Afrique du Nord depuis début 2018. Mesdames et messieurs, c'était tout pour votre journal de l'immigration. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci, au revoir.